Un verre de vin se brisa contre le mur, faisant taire la musique. Mais ce n'était pas le bruit qui terrifiait les 300 invités du festin hivernal. C'était l'odeur. Pas celle du vin, mais celle d'une rage prédatrice pure. Alpha Kiran ne cria pas. Il ne se transforma pas. Il se contenta de marcher vers la porte de service, de la déboîter d'un coup de pied et de porter une fille à moitié morte de froid au milieu de la salle de bal. Quand il leva les yeux ensanglantés, il murmura une phrase qui promettait un massacre. Qui a verrouillé la porte? Voici l'histoire de la meute de Silver Creek qui a failli mourir. Le vent qui hurlait à l'extérieur du manoir de Silver Creek ne ressemblait plus à du vent. On aurait dit un animal mourant qui criait pour qu'on le laisse entrer. Il faisait moins 15 degrés Celsius, une tempête de neige du Colorado avait enseveli les routes de service et transformé les pins environnants en fantômes blancs déchiquetés. À l'intérieur, cependant, l'air était chargé de l'odeur du chevreuil rôti, du romarin et d'un parfum coûteux. Tessa Miller essuya une goutte de sueur sur son front avec le dos de son poignet. La cuisine était un enfer chaotique. De la vapeur s'élevaient des énormes marmites de bouillon bouillant, et le cliquetis des casseroles en cuivre était assourdissant. En tant qu'oméga de rang inférieur, techniquement une servante sans grade en raison de son absence de loup, Tessa était invisible. Elle avait 22 ans, les mains rugueuses à cause de l'eau de Javel et les yeux de la couleur du ciment humide, généralement baissés. « Miller !» La voix de Mme Garrick claqua comme un coup de fouet sur les comptoirs en acier inoxydable. La gouvernante en chef était une femme corpulente aux cheveux teints d'un noir artificiel et sévère, avec un rictus permanent gravé sur ses joues. Les poubelles débordent, et je ne veux pas que le festin de l'Alpha sente les ordures. Tessa s'arrêta, tenant en équilibre un plateau de flûte à champagne sale. « Madame Garrick, la tempête, la porte de service est gelée. Ne pouvons-nous pas attendre que le vent se calme? » Madame Garrick s'approcha. Elle sentait la menthe poivrée racise et la malveillance. « Pensez-vous que l'Alpha Kiran se soucie du temps qu'il fait? Pensez-vous que ses invités, les dignitaires des pactes du Nord, veulent sentir l'odeur des épluchures de légumes pourris pendant qu'ils dansent? Vous êtes ici pour servir, Miller. Si vous ne supportez pas un peu de froid, vous devriez peut-être être exclu de la meute. Dieu sait que vous n'êtes qu'un poids mort sans loup. C'était la même menace que d'habitude. Sans esprit de loup, Tessa était à peine considérée comme humaine dans la hiérarchie de la meute de Silver Creek. Elle était un cas social, autorisée à rester parce que ses parents étaient morts dans les guerres entre meutes. « Je vais le faire », murmura Tessa. Elle attrapa son mince manteau de laine gris accroché au crochet. Il était usé au coude et offrait à peu près autant de protection qu'une serviette en papier. Elle traîna les 2 lourds sacs noirs remplis de déchets de cuisine, ses muscles tendus. La porte de service était située à l'arrière du manoir, loin du faste de la salle de bal. Tessa dut pousser la porte métallique avec son épaule pour briser la couche de glace. Elle s'ouvrit dans un grincement, aspirant instantanément la chaleur du couloir. Le froid la frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle. La neige ne tombait pas. Elle soufflait latéralement, acérée comme des aiguilles. Tessa haleta, plissant les yeux face à ce voile blanc. Elle traîna les sacs vers la benne à ordures, glissant sur la glace noire qui recouvrait le quai de chargement en béton. Ses doigts étaient déjà engourdis lorsqu'elle jeta les sacs dans la benne métallique. Tremblant violemment, elle se retourna vers la porte, désespérée de retrouver la chaleur de la cuisine. Elle saisit la poignée. Elle ne tournait pas. Tessa fronça les sourcils, ses dents commençaient à claquer. Elle tira plus fort, verrouillée. « Bonjour », appela-t-elle, sa voix emportée par le vent. Elle frappa sur le métal. « Madame Garrick, quelqu'un s'est verrouillé. » À l'intérieur, à travers l'épais acier renforcé, elle entendit le bruit faible et étouffé du verrou qui se refermait. C'était un bruit lourd et délibéré. Une panique froide et aiguë lui transperça la poitrine. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un avait verrouillé la porte. « Ouvrez la porte !» hurla Tessa en martelant le métal de ses poings jusqu'à s'en abîmer les jointures. « S'il vous plaît, je suis gelé. » Pas de réponse. Le personnel de cuisine faisait du bruit. Les ventilateurs d'extraction rugissaient. Personne ne pouvait l'entendre à moins d'être juste à côté. Et si Mme Garrick avait verrouillé la porte, personne ne viendrait. Tessa regarda autour d'elle avec affolement. Le quai de chargement était un piège. Les murs faisaient 3 mètres de haut et étaient recouverts de glace.
La rampe menant à la voie de service était un tunnel balayé par le vent. Pour rejoindre l'entrée principale, elle devrait marcher un quart de mile autour du périmètre du domaine, dans des congères qui lui arrivaient déjà à la taille. Elle n'avait ni chapeau, ni gants, juste un uniforme de femme de chambre et un manteau plein de trous. « Je dois bouger », se dit-elle. « Si je reste ici, je vais mourir. » Elle descendit du quai. La neige engloutit instantanément ses jambes jusqu'aux cuisses. Le froid était atroce, une sensation de brûlure qui lui brûlait la peau avant que l'engourdissement ne s'installe. Elle commença à marcher péniblement vers le coin du bâtiment, en direction des lumières des fenêtres de la salle de bal. Un pas, puis un autre. Le vent hurlait. Tessa tomba face contre terre, la neige s'accumulant dans son col. Elle se releva en sanglotant, sans larmes. Son corps s'éteignait plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Ses mouvements devinrent lents. La brûlure dans ses doigts s'estompa pour laisser place à une absence de sensation terrifiante. Elle parcourut 20 mètres. Elle s'effondra sous le vitrail de la salle de bal. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre la vibration étouffée d'un quatuor à cordes. Elle pouvait voir la lumière dorée se répandre sur la neige, illuminant ses mains gelées. Cela semblait chaud. Cela ressemblait au paradis. Tessa se recroquevilla en boule, essayant de conserver la dernière chaleur de son corps. Sa vision commença à s'assombrir sur les bords. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la chaleur des fours. « Je suis désolée », pensa-t-elle, sans savoir à qui elle s'adressait. L'obscurité ne vint pas comme un monstre, mais comme une lourde couverture de velours. Tessa Miller ferma les yeux et la neige commença à la recouvrir, transformant la servante en une simple bosse dans le paysage. Alpha Kieran Wolfick s'ennuyait et son loup était agité. Il se tenait au bord de la salle de bal, un verre de Cabernet 1985 à la main, regardant sa meute faire la fête. C'était un homme de 30 ans, bâti comme une forteresse, avec des cheveux noirs coiffés en arrière et des yeux qui avaient habituellement la couleur de l'ardoise polie. Ce soir-là, cependant, il scintillait d'or, signe que la bête qui sommeillait en lui s'agitait. « Excellente fête, Alpha », dit Beta Sorin en s'approchant de lui. Sorin était nerveux et vif, tenant une assiette d'amuse-gueule. La délégation de la meute de Black River est impressionnée. Il parle du traité d'alliance. Kieran acquiesça, écoutant à peine. Il ajusta les poignettes de son smoking. C'est bruyant et ça sent le désespoir maintenant. Sorin gloussa. « Ce sont les femmes célibataires. Lady Béatatrice est passée devant vous 5 fois en 10 minutes. Je pense qu'elle essaie d'imprimer son parfum sur vos rétines. » Kieran esquissa un léger sourire. Béatatrice, la fille du conseiller de son défunt père. Elle était belle, objectivement, blonde, sculpturale, de haut rang, mais elle sentait les roses synthétiques et l'ambition. Il n'y avait rien d'authentique chez elle. « J'ai besoin d'air, marmonna Kieran. »« Ne sors pas, l'avertit Sorin. Il y a un voile blanc. Même un loup aurait du mal à supporter ce vent glacial. »« Je voulais dire le balcon, » dit Kieran en s'éloignant. Il traversa la foule, les invités s'écartant devant lui comme la mer Rouge. Il salua poliment les anciens, ignora les battements de cils des débutantes et tenta d'identifier ce qui le dérangeait. Depuis 1 heure, une douleur sourde et lancinante s'était installée au centre de sa poitrine. Ce n'était pas une douleur physique. C'était un vide, le sentiment qu'il manquait quelque chose. Son loup grattait au fond de son esprit, gémissant. « Qu'y a-t-il » demanda Kieran à sa bête. « Disparu » répondit le loup. Un concept abstrait qui s'estompait, froid. Kieran fronça les sourcils. Il atteignit les lourdes portes vitrées de la terrasse. Il les déverrouilla et sortit. La rafale de vent était violente, menaçant d'arracher la porte de ses mains, mais Kieran la maintint fermement. Le froid ne le dérangeait pas beaucoup. Son sang d'alpha bouillonnait. Il prit une profonde inspiration, filtrant l'air. Pain, glace, gaz d'échappement des générateurs, et il se figea. Sous la tempête, il y avait une odeur. Elle était faible, incroyablement faible, comme une bougie vacillant dans un ouragan. Elle sentait la vanille et la douleur, une pure agonie distillée. Ce n'était pas l'odeur d'un métamorphe. Elle était humaine, ou suffisamment faible pour passer pour telle. « La mienne », rugit soudainement le loup, le son résonnant si fort dans le crâne de Kieran qu'il faillit laisser tomber son verre de vin. Le cœur de Kieran battait à tout rompre contre ses côtes. Sa compagne. Il n'avait pas trouvé sa compagne en 10 ans de recherche. Il avait supposé qu'elle était morte ou qu'elle n'avait jamais existé.
Mais l'attraction était désormais indéniable. C'était comme un aimant dans son ventre qui l'attirait vers la balustrade. Il regarda par-dessus le balcon. Rien d'autre qu'une obscurité blanche tourbillonnante. L'alpha. Kieran se retourna. Béatrice se tenait dans l'embrasure de la porte, frissonnant dans sa robe rouge sans bretelles, serrant ses bras contre elle. Tu laisses toute la chaleur s'échapper. Ça va? Tu as l'air tendu. Tu sens cette odeur? Demanda Kieran d'une voix rauque. Sentir quoi? L'obscurité. C'est charmant. Elle s'approcha et lui prit le bras. Entre, Kieran. Dansons. Kieran l'ignora. Il se pencha à nouveau sur la balustrade, fermant les yeux. Il concentra toute son attention sur cette odeur. Vanille, détresse, effacement. Elle venait d'en bas, du côté du manoir. Les yeux de Kieran s'ouvrirent brusquement, ses pupilles se dilatèrent jusqu'à ce que le gris ardoise soit englouti par le noir absolu. Le verre dans sa main se brisa, des éclats lui entaillant la paume. Il ne sentit rien. Kieran Béatrice haleta en regardant le sang couler sur les carreaux recouverts de neige. « Va chercher Sorin », ordonna Kieran, sa voix prenant un ton autoritaire qui imposait une obéissance absolue. « Dis-lui d'amener le docteur Hemlock dans la grande salle. »« Pourquoi? Qui est-ce là? » rugit Kieran. Béatrice tressaillit et se précipita à l'intérieur. Kieran n'emprunta pas les escaliers. Il sauta par-dessus la balustrade en pierre du balcon et fit une chute de 6 mètres dans la neige en contrebas. Il atterrit en position accroupie, la neige explosant autour de lui. Le froid le frappa, mais le feu qui brûlait en lui était un brasier. L'odeur était plus forte ici. Elle était juste devant lui. Il pataugea dans la neige qui lui arrivait à la taille, son smoking se trempant instantanément. Il scruta frénétiquement le sol. Tout ce qu'il voyait était blanc. Où? Son pied se prit dans quelque chose de solide. Ce n'était pas une pierre, c'était mou. Kieran tomba à genoux et commença à creuser. Il déblaya la neige à coups de main frénétiques, jetant de côté des morceaux de glace. Un morceau de laine grise apparut, puis une épaule, puis un visage. Kieran retint son souffle. C'était de la fille de cuisine, celle aux yeux tristes qu'il voyait parfois nettoyer les sols tôt le matin. Sa peau était bleue, pas pâle, mais d'un bleu-gris cireux terrifiant. Ses cils étaient collés par le gel. Sa poitrine ne bougeait pas. « Non », murmura Kieran. « Non. » Il arracha sa veste de smoking et l'enveloppa dedans, même s'il savait que c'était inutile. Il la prit dans ses bras. Elle était légère, incroyablement légère, raide comme une planche. Il colla son oreille contre sa poitrine. Boum, boum, un battement de cœur, lent, irrégulier, mourant. Une fureur comme Kieran n'en avait jamais ressenti explosa dans son cerveau. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un impératif biologique, une réaction nucléaire d'instinct protecteur. Quelqu'un avait laissé sa compagne mourir dans la neige. Il rejeta la tête en arrière et poussa un rugissement qui brisa les fenêtres du rez-de-chaussée. C'était un cri de pure douleur et de rage. Un cri qui fit taire instantanément la musique à l'intérieur. Il la serra fort contre sa poitrine, lui transmettant la chaleur de son corps, et se dirigea vers les portes de service. Il ne vérifia pas si elles étaient verrouillées. Il s'en moquait. Il frappa la porte en acier de son épaule, canalisant sa force d'alpha. Le verrou se brisa dans un bruit de coups de feu. La porte s'envola vers l'intérieur, s'écrasant contre le mur. Kieran Wolfick entra dans la cuisine, portant son monde gelé dans ses bras. Le personnel de cuisine se figea. Madame Gurick laissa tomber une louche dans une marmite de soupe. Un sous-chef laissa glisser un plateau de petits pains du comptoir. Kieran se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par le blizzard tourbillonnant derrière lui. Il était trempé, sa chemise blanche collait à ses muscles, le sang de sa main tachait le manteau gris qui enveloppait le paquet dans ses bras. Ses yeux étaient complètement transformés, brillants d'un or en fusion. « Alpha », balbutia Madame Garrick, le visage livide. Elle regarda le paquet. Elle reconnut les chaussures qui pendaient du manteau. Kieran ne la regarda pas. Il traversa la cuisine d'un pas décidé. Chaque pas était lourd, faisant craquer les coraux du sol. Le personnel se pressa contre les murs, terrifié, retenant son souffle. L'aura qui émanait de lui était suffocante, un poids physique qui forçait les loups parmi eux à baisser la tête en signe de soumission. Il ouvrit d'un coup de pied les doubles portes menant à la salle de bal. La musique s'était déjà arrêtée à cause de son rugissement à l'extérieur,
Mais le murmure des invités confus s'éteignit instantanément lorsqu'il entra. 300 personnes, des alphas, des bêtas, des dignitaires, le regardaient dans un silence stupéfait. Kieran les ignora tous. Il marcha jusqu'au centre de la piste de danse, directement sous le lustre en cristal. De la place, grogna-t-il. Ce n'était pas un cri, mais il se propagea dans tous les coins de la pièce. La foule se précipita en arrière, laissant un cercle de 6 mètres autour de lui. Sorin accourut. Le docteur Hemlock le suivait avec une trousse médicale. Kieran. Sorin s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés lorsqu'il vit la jeune fille. Est-ce que c'est la Phil Miller? Elle est gelée, dit Kieran, la voix tremblante de violence contenue. Il s'agenouilla sur le parquet ciré et allongea délicatement Tessa. Soigne-la, Hemlock. Si elle meurt, tu meurs. Le docteur Hemlock, un homme aux cheveux gris qui avait servi 3 générations d'alpha, ne discuta pas. Il tomba à genoux et déchira le manteau gris. Il siffla lorsqu'il vit sa peau. Hypothermie sévère, annonça Hemlock, les mains agiles. Elle est en arrêt cardiaque. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de solution saline chaude. Sorin, va chercher le radiateur portable. C'est elle? Sorin hésita, regardant Kieran. C'est elle? Kieran était agenouillé à côté d'elle, tenant sa main gelée entre ses paumes brûlantes. C'est elle. Un halètement parcourut la salle. L'alpha avait trouvé sa compagne, et c'était une servante mourante. Kieran se leva lentement. Il se tourna vers la salle. Sa poitrine se soulevait. Il ressemblait à un dieu de la guerre, du sang sur sa chemise, de la neige fondant dans ses cheveux. Il scruta les visages. Il vit le choc. Il vit la pitié. Il vit la confusion. Puis il vit le personnel de cuisine blotti près de l'entrée de service, jetant des coups d'œil furtifs. Madame Garrick était là, essayant de se cacher derrière un serveur. Kieran pointa un doigt tremblant vers les portes de la cuisine. Qui, demanda-t-il d'une voix étrangement calme, était responsable de l'entrée de service ce soir? Personne ne répondit. Je l'ai trouvé, continua Kieran en élevant la voix, enseveli sous un mètre de neige à l'extérieur de la porte de service verrouillée, dans une tempête de neige. Il fit un pas vers la foule. La porte était verrouillée de l'intérieur. Le silence était absolu. On pouvait entendre le vent faire vibrer les vitres. « Madame Garrick, » dit Kieran. La gouvernante en chef poussa un cri aigu. Elle tenta de retourner en courant dans la cuisine, mais 2 loups guerriers lui bloquèrent le passage. Ils la traînèrent sur la piste de danse. Elle tomba à genoux, tremblante. « Alpha, je t'en prie. Je ne savais pas. C'était un accident. » « Un accident? » Kieran s'approcha d'elle. L'air autour de lui vibrait de chaleur. Elle sortait les poubelles vêtues d'un manteau fait de haillons, et quelqu'un a verrouillé la porte. Je lui ai dit d'attendre, mentit Garrick, les yeux fuyants. Je lui ai dit d'attendre que la tempête passe. Elle a dû sortir de son propre chef. Et la porte, la serrure est défectueuse. Elle se bloque. Menteur, dit une petite voix. Tout le monde se retourna. Une jeune servante, âgée d'à peine 16 ans, s'avança depuis le groupe de la cuisine. Elle tremblait. « Comment t'appelles-tu? » demanda Kieran doucement, bien que ses yeux brûlent toujours. « Sarah, monsieur, » murmura la jeune fille. « Madame Garrick. » Madame Garrick a dit à Tessa de sortir. Elle a dit que si elle ne le faisait pas, elle serait renvoyée. Et Sarah déglutit péniblement. « J'ai vu Madame Garrick faire glisser le bateau. J'ai pensé qu'elle ne savait peut-être pas que Tessa était encore dehors. J'ai essayé de dire quelque chose, mais elle a menacé de réduire mon salaire. » Kieran regarda Garrick. La gouvernante sanglotait maintenant. Ce n'est qu'une petite bonne insignifiante. Elle sent l'éau de vaisselle. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Elle ne pensait pas que cela avait de l'importance. Kieran attrapa Madame Garrick par la gorge. Il ne serra pas. Pas encore. Mais il la souleva du sol jusqu'à ce que ses pieds pendent dans le vide. « Elle, » grogna Kieran en se penchant vers le visage terrifié de Garrick, « est ma compagne. » Les yeux de Garrick s'écarquillèrent. Béatrice, debout dans la foule, laissa tomber sa pochette. Elle heurta le sol avec un bruit sourd. « Et toi, » murmura Kieran, « tu as laissé la lune de cette meute mourir de froid comme un chien errant. » Il jeta Garrick. Il ne se contenta pas de la lâcher. Il la jeta à travers la piste de danse. Elle glissa, heurta la table du banquet et fit voler des plateaux de canard rôtis et de sauce. « Enfermez-la dans les cellules » ordonna Kieran aux gardes.
Si elle parle, bâillonnez-la. Si elle essaie de dormir, réveillez-la avec de l'eau glacée. Laissez-la sentir le froid. Il se retourna vers Tessa. Le docteur Hemlock lui faisait un massage cardiaque. Allez, allez, marmonna Hemlock. Respire, ma fille. Kieran se remit à genoux. Il posa sa main sur son cœur, ignorant le médecin. Il ferma les yeux et lui insuffla son énergie, son aura alpha. C'était un geste dangereux. Cela pouvait submerger un cœur humain faible, mais il n'avait pas le choix. Vis, ordonna-t-il à travers le lien. Tessa vit. Dans un haletement, Tessa se cambra et se redressa. Elle prit une inspiration saccadée et humide. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient vitreux et flous, mais ils étaient vivants. Elle toussa, son corps secoué de convulsions. « J'ai froid, balbutia-t-elle. J'ai tellement froid. »« Je te tiens, » murmura Kieran en l'enlaçant et en la serrant contre sa poitrine, indifférente au sang, à la foule et à la politique. « Je te tiens, tu es en sécurité. » Mais alors qu'il la tenait dans ses bras, il sentit à nouveau cette odeur. Maintenant que le froid s'estompait, le parfum de vanille était plus fort. Mais il y avait d'autres choses en dessous, quelque chose de chimique. Il regarda le docteur Hemlock. Le médecin reniflait l'air, le front plissé. « Alpha » murmura Hemlock en se penchant pour que seul Kieran puisse l'entendre. « Ce n'est pas seulement de l'hypothermie, sa sueur. Elle sent le lupin et les agents suppressifs. » Kieran se figea. « Elle a été empoisonnée, » dit Hemlock d'un ton sinistre. « Depuis longtemps. C'est pour ça que tu ne l'avais jamais senti auparavant. » Le choc thermique fit baisser la fièvre et élimina l'agent masquant de son organisme. Kieran leva les yeux et balaya à nouveau la pièce du regard. Il regarda Béatrice, qui était pâle comme un linge. Il regarda les conseillers. Ce n'était pas seulement une gouvernante cruelle. Garrick était un pornographe. Quelqu'un avait empoisonné Tessa pour la garder cachée. Quelqu'un savait qui elle était. Kieran serra Tessa plus fort contre lui. « Personne ne part », annonça Kieran aux 300 invités. « Verrouillez les portes. Coupez les lignes téléphoniques. » Il se leva, prenant à nouveau Tessa dans ses bras. « Quelqu'un dans cette pièce a essayé de voler ma compagne, » dit-il d'une voix qui se réduisit à un murmure mortel. « Et je vais mettre cette meute en pièces jusqu'à ce que je trouve le coupable. » Les quartiers de l'Alpha étaient un territoire interdit. Dans l'histoire de la meute de Silver Creek, aucun loup sans rang, et encore moins un serviteur, n'avait jamais franchi le seuil de la suite principale. Tessa Miller se réveilla noyée dans la soie. Elle haleta, se redressant brusquement, les mains agrippées au drap qui coûtait plus cher que tous ses gains de toute une vie. La pièce était sombre, éclairée uniquement par les braises incandescentes d'une immense cheminée en pierre. L'air sentait le cèdre, la pluie et lui. Du calme. Une voix grave grondait dans l'ombre. « Tu es en sécurité. » Tessa sursauta et recula jusqu'à ce que son dos heurte la tête de Lee. « Alpha, je suis désolé, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Madame Garrick va... » « Madame Garrick est indisposée, » dit Kieran en s'avançant dans la lumière du feu. Il avait troqué son smoking abîmé contre un vêtement d'intérieur noir ample. Mais la tension dans ses épaules était toujours présente. « Et tu n'es plus une femme de chambre, Tessa. » Tessa le fixa du regard. Elle avait la tête qui tournait. La dernière chose dont elle se souvenait était la neige, le froid qui lui brûlait les poumons et son envie irrésistible de dormir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Elle baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient propres. Ses jointures gercées et ensanglantées avaient été bandées avec précision. Elle portait une chemise douce et trop grande qui lui appartenait. « Buvez ça, » dit Kieran en lui tendant une tasse contenant un liquide fumant. « Ce sont les ordres du docteur Hemlock. C'est une tisane enrichie en nutriments. » Tessa prit la tasse avec des mains tremblantes. « Je suis viré ?» Kieran eut un petit rire amusé. Il s'assit sur le bord du lit, prenant soin de ne pas encore la toucher, même si tout son être lui criait de la serrer contre lui. « Non, Tessa, tu n'es pas virée, tu es ma compagne. » La tasse glissa des doigts de Tessa, renversant du thé chaud sur la couette. Elle ne s'en rendit pas compte. « Compagnon, c'est impossible. Je n'ai pas de loup. Je suis un défaut. Tout le monde le sait. »« Tu n'es pas un défaut, » dit Kieran d'une voix plus dure. « Tu as été empoisonné. » Il tendit la main, ramassa la tasse et la posa sur la table de chevet. Le docteur Hemlock a trouvé des traces de lupuline et d'un suppresseur chimique dans ton sang. Tu en ingères depuis des années. Cela a réprimé ton loup,
freiner ta croissance et masquer ton odeur. C'est pour ça que je ne t'ai pas trouvé plus tôt. Tessa secoua la tête, les larmes lui piquant les yeux. Empoisonné, mais je mange les restes de la cuisine. Qui aurait envie de m'empoisonner? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, promit Kieran. Mais ce soir, le choc du froid a brisé le cycle. Ton loup se réveille, Tessa. Tu ne la sens pas? Tessa ferma les yeux. Elle se concentra sur le vide dans sa poitrine, là où elle s'était toujours sentie vide. Ce n'était plus vide. Il y avait une étincelle, une présence faible, effrayée, mais indéniable. Alpha, murmura une petite voix dans son esprit. Tessa ouvrit brusquement les yeux. Elle est réelle. Oui, confirma Kieran. Il tendit la main et la posa sur la sienne. Je peux? Tessa acquiesça, terrifiée et fascinée. Kieran posa sa grande main chaude sur la sienne. L'étincelle se transforma en flamme. Une décharge électrique parcourut le bras de Tessa jusqu'à son cœur. Ce n'était pas douloureux. C'était la chose la plus juste qu'elle ait jamais ressentie. C'était comme lorsqu'une clé trouve sa serrure. Les yeux de Kieran brillèrent d'un éclat doré. « À moi », grogna-t-il doucement. « À toi », murmura Tessa en retour, le mot contournant complètement son cerveau. On frappa à la porte. Le grognement de Kieran s'intensifia, l'agacement se reflétant sur son visage. « Entrez », aboya-t-il. Le docteur Hemlock entra, l'air épuisé. Alpha les invités s'impatientent. Le confinement est en vigueur depuis 3 heures. Les dignitaires du Nord menacent de partir. Qu'ils menacent, dit Kieran sans quitter Tessa des yeux. Personne ne partira tant que je n'aurai pas un nom. À ce sujet, dit Hemlock en jetant un coup d'œil à Tessa, j'ai analysé les traces de poison sur l'uniforme de Tessa. Il s'agit d'un composé très spécifique. L'orchidée fantôme. Elle est rare, coûteuse, et ce n'est pas quelque chose que l'on achète dans une épicerie. Il est principalement utilisé par les familles de haut rang pour se débarrasser des héritiers illégitimes. Kieran se leva, la tendresse disparaissant, remplacée par le prédateur. Des héritiers illégitimes? Tessa? Demanda Hemlock doucement. Qui étaient tes parents? Je ne sais pas, balbutia Tessa. On m'a dit qu'ils étaient des voyous morts dans des guerres frontalières. Madame Garrick a dit que la meute m'avait recueilli par pitié. Des mensonges, siffla Kieran. Il fit les 100 pas dans la pièce. Si tu étais une renégade, personne n'aurait gaspillé d'orchidées fantômes pour toi. Ils t'auraient simplement tué ou exilé. On te cache. Quelqu'un voulait que tu sois faible, invisible et proche afin de pouvoir te surveiller. Il se tourna vers la porte. Soren est avec Garrick. Oui, répondit Hemlock. Elle est brisée. Elle est prête à parler. Kieran regarda Tessa. Reste ici. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. Je vais mettre fin à tout ça. Kieran appela Tessa, utilisant son nom pour la première fois. Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Fais attention. Il la regarda, et pendant 1 seconde, le roi des loups s'adoucit pour toi, petite. Je vais brûler le monde entier. Il sortit, laissant Tessa seule avec le feu et la prise de conscience que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Le donjon du manoir Silver Creek était un vestige d'une époque cruelle. Construit dans la roche sous la cave à vin, il était humide, insonorisé et sentait la rouille. Madame Garrick était attachée à une chaise métallique au centre de la cellule d'interrogatoire. Elle ne ressemblait en rien à la tyranne de la cuisine. Ses cheveux étaient en bataille, son uniforme déchiré, et elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Betterin se tenait dans un coin, nettoyant un ongle avec un couteau de chasse. Il ne leva pas les yeux lorsque Kieran entra. « Situation ?» demanda Kieran. « Elle divague depuis 20 minutes ?» répondit Sorin avec audace, accusant tout le monde, du jardinier à la déesse de la lune. Mais elle n'a pas encore révélé le nom du commanditaire. Kieran s'avança dans la lumière. Il ôta sa chemise et la jeta sur un banc. Son torse était couvert de cicatrices provenant des combats qu'il avait remportés. Il voulait que Garrick voie le guerrier, pas le diplomate. Il tira une chaise en bois et s'assit juste en face d'elle, leurs genoux se touchant presque. « Madame Garrick, dit Kieran d'un ton aimable, combien vous payait-il? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Alpha, gémit-elle. Kieran soupira. Le docteur Hemlock a trouvé l'orchidée fantôme. Nous savons que vous en avez ajouté dans sa nourriture. Probablement dans son porridge du matin, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous la faisiez toujours manger seule. Les yeux de Garrick s'écarquillèrent.
Ce poison coûte 5 000 $ la dose, poursuivit Kieran. Tu gagnes 30 000 $ par un. Tu ne l'as pas acheté. Qui te l'a donné? Je ne peux pas, sanglota Garrick. Ils me tueront. Et que crois-tu que je vais faire? Demanda Kieran. Sa voix ne s'éleva pas, mais le pouvoir alpha envahit la pièce, lourd et suffocant. L'ampoule au-dessus de leur tête clignota. Si tu parles, dit Kieran en se penchant vers lui, les yeux brillants d'or, je te bannirai, tu partiras ce soir. Si tu t'enfuis, tu survivras peut-être. Il marqua une pause. Si tu ne parles pas, je te laisserai dans cette pièce avec mon loup. Est-il très fin? Kieran laissa ses canines s'allonger. Un grognement grave et vibrant monta du fond de sa poitrine. Garrick hurla. D'accord, d'accord. C'était Lady Béatrice. C'était Béatrice. Soren cessa de se nettoyer les ongles. Il leva brusquement les yeux. Béatrix, répéta Kieran. Pourquoi? Elle a dit que la fille était une menace. Bredouilla Garrick. Elle a dit que Tessa avait du mauvais sang, qu'elle était une malédiction. Béatrice me donnait les fioles une fois par mois. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle me ferait renvoyer et me ferait mettre sur la liste noire de toutes les meutes de l'État. J'avais besoin de ce travail. Alpha, j'ai une mère malade. Tu as empoisonné une fille innocente pour garder ton travail, dit Kieran avec dégoût. Il se leva. Soren, vérifie les comptes bancaires. Cherche les virements des comptes de la famille Blackwood vers ceux de Garrick. Je m'en occupe, dit Soren en tapant sur son téléphone. Je les ai trouvés, des honoraires de consultation mensuelle provenant d'une société écran enregistrée au nom du père de Béatrice, Elder Thomas Blackwood. Kieran serra les poings. Il ne s'agissait pas seulement de Béatrice. Il s'agissait de la famille Blackwood, l'une des familles fondatrices de la meute. Pourquoi est-elle une menace? Demanda Kieran à Garrick. Pourquoi la garder en vie mais affaiblie? Je ne sais pas, pleura Garrick, je le jure. Béatrice a juste dit de garder la vagabonde confuse et faible. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. C'est tout ce qu'elle a dit. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. Kieran se détourna de la femme en sanglots. Faites-la disparaître de ma vue. Déposez-la à la frontière du territoire. Si elle revient, tuez-la. Il sortit de la cellule, l'esprit en ébullition. Beatrix Blackwood voulait être Luna. Tout le monde le savait. Mais empoisonner une servante au hasard? Cela n'avait aucun sens, à moins que Tessa ne soit pas une servante au hasard. À moins que Tessa ne soit quelqu'un qui puisse tout prendre au Blackwood. Kieran monta les escaliers deux par deux. Il avait besoin de réponses et il savait exactement où les trouver. La grande salle. La salle de bal était sous pression. 3 heures de confinement avaient transformé l'élégante fête en une prise d'otage. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer depuis des heures. Les invités étaient assis par terre et chuchotaient, tandis que les gardes bloquaient toutes les issues. Thomas Blackwood, un homme aux cheveux argentés et à la poitrine couverte de médailles, se disputait avec le capitaine de la garde. « C'est scandaleux !» cria Blackwood. « Ma fille est en train de s'évanouir d'épuisement. J'exige que vous ouvriez les portes. »« Ce sont les ordres de l'Alpha, » répondit stoïquement le garde. « Au diable l'Alpha » hurla Béatrice. Elle n'était plus la débutante posée. Ses cheveux étaient crépus. Son maquillage coulait. Il est devenu fou à cause d'un rat de cuisine. Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent brusquement. Kieran apparut sur le palier. Il avait enfilé une chemise noire impeccable, boutonnée jusqu'au cou. Il semblait calme, trop calme. La pièce devint silencieuse. « Vous souhaitez partir, aîné Blackwood? » demanda Kieran, sa voix résonnant sous le plafond voûté. « Kieran? » Thomas Blackwood s'avança, feignant le soulagement. « Enfin, cela a assez duré, cette fille. C'est une tragédie, certes, mais vous ne pouvez pas prendre en otage tous les dirigeants du Nord parce qu'une servante est tombée dans la neige. Elle n'est pas tombée, dit Kieran en descendant lentement les escaliers. Et ce n'est pas une servante. Il arriva en bas des escaliers et traversa la foule. Les invités s'écartèrent, sentant la violence qui émanait de lui. Il s'arrêta à 5 mètres de Béatrice et de son père. « Béatrice, dit Kieran doucement, tu as l'air fatiguée. Je le suis, balbutia-t-elle en lissant sa robe. « Kieran, s'il te plaît, laisse-nous rentrer à la maison. Avez-vous apprécié le festin? » demanda Kieran. « Le vin, la musique. Avez-vous apprécié tout cela en sachant que pendant que vous dansiez, ma compagne mourait de froid à 10 mètres de là?
Béatrice rougit. Je, je ne sais pas de quoi vous parlez. L'orchidée fantôme, dit Kieran. Thomas Blackwood pâlit. Béatrice retint son souffle. Un poison, expliqua Kieran à l'Assemblée, haussant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Utilisé pour neutraliser un loup, pour masquer une odeur, pour affaiblir un rival. Il se tourna vers la foule. Pendant 10 ans, j'ai cherché ma compagne, et pendant 10 ans, elle était juste sous mon nez, nettoyant mes sols, mangeant mes restes, parce que quelqu'un la droguait. C'est absurde, s'écria Thomas. Sur quoi vous basez-vous pour nous accuser? La parole d'un domestique? Sur la base des virements bancaires de vos comptes vers ceux de Madame Gurick? Rétorqua Kieran. Et les flacons trouvés dans la coiffeuse de votre fille. Vous avez fouillé ma chambre, hurla Béatrix. Je suis l'alpha, rugit Kieran, sa voix faisant trembler les lustres. Je suis propriétaire de cette terre. Je possède chaque brique de cette maison. J'ai le droit de fouiller où bon me semble. Il s'approcha de Thomas. Pourquoi, Thomas? Pourquoi elle? Thomas Blackwood fixa Kieran. Le masque de l'aîné bienveillant tomba. Son regard se fit glacial. Parce qu'elle ne devrait pas exister, cracha Thomas. La pièce retint son souffle. Qui est-elle? Demanda Kieran. C'est la fille de l'Alpha Ryland. Thomas ricana. Ce nom fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Alpha Ryland, l'alpha de la meute Moonstone. Une meute qui avait été anéantie il y a 15 ans dans un mystérieux incendie. Tout le monde pensait que la lignée avait pris fin. La fille de Ryland, murmura Kieran. Mais elle serait une haute alpha, dit Thomas, la voix pleine de venin. Une véritable alpha, plus forte que toi, Kieran. Son sang est de pure royauté. Si elle avait atteint l'âge adulte avec son loup intact, elle ne serait pas seulement ta compagne. Elle serait la grande reine de la région. Et ma famille, nous ne serions rien. Alors tu l'as volée, réalisa Kieran, horrifié. Tu l'as trouvée dans les ruines de l'incendie. Je l'ai recueillie, dit Thomas. Je l'ai cachée. Je ne pouvais pas tuer un enfant. Les lois de la meute l'interdisent. Alors j'ai fait d'elle une inconnue. J'ai réprimé son loup. J'ai fait d'elle la servante de ma fille. C'était une justice poétique. La reine au service de la princesse. Béatrice éclata d'un rire aigu et hystérique. Et elle était une bonne servante, jusqu'à ce que tu ailles la débusquer. Kieran les regarda. Il vit la pourriture au cœur de sa meute, les gens en qui il avait eu confiance pendant des années. Vous lui avez volé sa vie, dit Kieran d'une voix tremblante. Vous lui avez volé son droit de naissance. Vous m'avez volé 10 ans de ma vie avec elle. Il regarda les gardes. Emmenez-les. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Thomas, son propre loup commençant à refaire surface. J'ai la moitié du conseil dans ma poche. Si vous m'arrêtez, vous déclencherez une guerre civile. Qu'ils se battent, dit froidement Kieran. J'ai pour compagne la femelle alpha suprême. Selon les anciennes lois, ses droits prévalent sur les vôtres, prévalent sur les miens. Il leur tourna le dos. Enfermez-les dans les cages d'argent et envoyez un message aux meutes du Nord. Dites-leur que la pierre de lune a été retrouvée et dites-leur, Kieran marqua une pause, levant les yeux vers la chambre où reposait Tessa. Dites-leur que la fête d'hiver est terminée. La guerre des reines a commencé. Le silence dans la suite principale était plus lourd et bien plus suffocant que la tempête de neige qui faisait rage contre les murs de pierre du manoir. Le feu dans la cheminée crépitait et sifflait, projetant de longues ombres dansantes sur les tapisseries de velours. Mais la chaleur n'atteignait pas Tessa. Elle était assise sur le bord du lit à baldaquin massif, ses doigts s'agrippant les draps de soie si fort que ses jointures avaient pris la couleur de vieux os. La révélation flottait dans l'air entre eux, tel un fantôme qui refusait de disparaître. « Mes parents » murmura Tessa, la voix brisée. Elle fixait le lointain, ne voyant pas la chambre luxueuse, mais des années de sol froid et de tampons à récurer. Ils ne sont pas morts dans une escarmouche à la frontière. Ils étaient les alphas de Moonstone. Kieran se tenait près de la cheminée, sa silhouette imposante se découpant dans la lueur des braises. Il se retourna lentement, le visage marqué par un mélange de tristesse et d'une froide détermination terrifiante. « Oui, tu n'es pas une servante, Tessa. Tu n'es pas un cas social. Tu es de sang royal. Les Blackwood t'ont gardé en vie uniquement parce que tu es un enfant de cette lignée entraîne une malédiction si ancienne qu'ils la craignaient eux-mêmes. Ils ont donc décidé de te briser à la place. » Tessa baissa les yeux vers ses mains, rugueuses à cause de l'eau de Javel,
marquée par l'eau chaude et engourdie par le vent hivernal. Pendant 5 ans, elle avait cru qu'elle n'était rien. Elle avait cru qu'elle méritait le froid. Elle avait cru qu'elle était un poids mort dans la hiérarchie de la meute. Je pensais que j'étais un défaut, murmura-t-elle, une larme solitaire traçant un chemin à travers la suie qui collait encore à sa joue. Je pensais que j'étais vide. Tu es tout, dit Kieran avec férocité. Il traversa la pièce en 2 longues enjambées et s'agenouilla devant elle. Il ne la toucha pas. Pas encore, comme si elle était faite d'une matière volatile. Tu es la pièce manquante de cette meute. Tu es la pièce manquante de moi-même. Et ce soir, tu prendras ta place. Tessa ouvrit la bouche pour parler, pour lui demander comment une servante devenait reine. Mais les mots ne sortiront jamais. À la place, un halètement s'échappa de sa gorge. Elle serra sa poitrine, se pliant en 2 alors qu'une chaleur brûlante explosait soudainement en elle. Ce n'était pas la chaleur du feu ou des couvertures. C'était un brasier. Cela commença dans son cœur et se propagea vers l'extérieur, parcourant ses veines comme du magma liquide. « Ça brûle », gémit-elle en serrant les dents. « Mon Dieu, ça brûle. Mes os, j'ai l'impression qu'ils se brisent. » Les yeux de Kieran s'écarquillèrent, prenant instantanément leur teinte dorée fondue caractéristique des alphas. Il reconnut les signes, l'odeur d'ozone et de puissance brute envahit la pièce. Le poison a disparu. La fièvre a brûlé les derniers résidus de suppresseurs dans ton organisme. Tessa, regarde-moi. Elle leva les yeux écarquillés de panique, la sueur déjà perlant sur son front. Ton loup, dit Kieran d'une voix autoritaire et calme, telle une ancre dans la tempête. Elle ne se réveille pas simplement. Elle arrive. Elle a été enfermée pendant une décennie, grandissant dans l'obscurité, comprimant son pouvoir. Maintenant, elle enfonce la porte. Tessa hurla. C'était un cri primitif et sauvage qui n'avait rien à voir avec la jeune fille timide qui récurait les sols de l'arrière-cuisine. C'était le son d'un barrage qui se brisait. Elle tomba du lit, heurtant le tapis de fourrure épais avec ses mains et ses genoux. Sa colonne vertébrale se cambra violemment. La douleur était absolue, une réécriture totale de sa biologie. Ses os se brisèrent et se remodelèrent dans un craquement écœurant, s'allongeant et s'épaississant. Ses muscles se déchirèrent et se reconstituèrent en quelques secondes. « Laisse faire », ordonna Kieran, sa voix passant dans le registre alpha, le ton qui obligeait la biologie à obéir. « Ne la combatte pas, Tessa, elle est toi. Brise la cage. » Tessa ferma les yeux. Elle cessa de lutter contre la douleur et s'y abandonna. Elle chercha cette étincelle qu'elle avait ressentie plus tôt, cette petite lueur de vanille et d'acier. Elle l'attrapa et tira dessus. L'étincelle devint une supernova avec un dernier grondement qui fit vibrer les vitraux dans leur cadre. La transformation était terminée. Kieran recula pour lui laisser de l'espace, son propre loup hurlant en signe de respect dans les confins de son esprit. Il avait vu beaucoup de loups. Il avait vu des alphas puissants, des chauves-souris rapides et des guerriers massifs. Mais il n'avait jamais vu cela. Debout au centre de la pièce, haletant dans l'air frais, se tenait une créature mythique. Elle était massive, aussi grande que la forme alpha de Kieran, peut-être même plus grande au niveau des épaules. Mais alors que sa fourrure était de la couleur de la nuit, la sienne était d'un blanc pur et aveuglant. Elle scintillait comme de la neige fraîche au clair de lune, irisée et surnaturelle. Elle secoua sa tête massive, déplaçant l'air dans la pièce, et le regarda. Ses yeux n'étaient pas jaunes ou ambrés comme ceux d'un loup ordinaire. Ils étaient d'un violet électrique tourbillonnant, la marque légendaire indéniable de la lignée des pierres de lune. « Compagnon », résonna sa voix dans son esprit. Ce n'était pas le murmure hésitant qu'il avait entendu plus tôt. C'était une voix résonnante, claire, empreinte d'une puissance qui fit se hérisser les poils sur les bras de Kieran. C'était l'ordre d'une reine s'adressant à son roi. Kieran s'inclina. Il baissa les yeux et exposa son cou. Le signe ultime de soumission, de confiance et de dévouement. Ma reine, la louve blanche s'avança. Elle était d'une beauté terrifiante. Elle lui donna un petit coup de museau humide sur la mâchoire, inhalant son odeur, le revendiquant avant de tourner son regard violet vers la lourde porte en chêne. Un grognement grave monta du fond de sa poitrine, un son semblable à celui de plaques tectoniques qui s'entrechoquent. « Ouvre », ordonna-t-elle. Kieran se leva, un sourire sombre et prédateur se dessinant sur son visage.
Il sentit le changement dans l'air. L'équilibre des pouvoirs n'avait pas seulement basculé. Il avait été anéanti. Comme tu veux, murmura-t-il. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand. _bas. La grande salle était le portrait du chaos au bord de l'émeute. L'air était chargé de l'odeur de la peur et du vin éventé. Les 300 invités, dignitaires, guerriers et familles de haut rang, étaient regroupés en petits groupes, chuchotant frénétiquement. Le quatuor à cordes s'était enfui depuis longtemps. Au centre de la pièce, la cage d'argent temporaire retenait les architectes du malheur. Beatrix Blackwood agrippait les barreaux, le maquillage coulant de ses larmes, tandis que son père, l'ancien Thomas Blackwood, criait après le capitaine de la garde. « C'est un scandale, une détention illégale », rugit Thomas, le visage devenu violet. « Je suis un ancien du Conseil, j'exige d'être libéré. » Lorsque les pactes du Nord apprendront que Kieran a perdu la tête à cause d'une servante, il sera dépouillé de son titre. « Il aura de la chance si nous ne déclarons pas la guerre », hurla Béatrice d'une voix aiguë. « Ouvrez cette cage immédiatement. Savez-vous qui je suis? » Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent brusquement avec une violence qui fit taire instantanément la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers le haut. Kieran sortit sur le palier. Il semblait calme, impitoyable et parfaitement serein. Il marcha jusqu'au centre du balcon, surplombant la mer de visages effrayés. « Kieran !» cria Thomas en pointant un doigt tremblant. « Tu as commis une grave erreur. Libère-nous, et je pourrais peut-être convaincre le Conseil de te montrer de la clémence pour cette crise de colère. » Kieran ne répondit pas. Il ne regarda même pas Thomas. Au lieu de cela, il s'écarta. De l'ombre derrière lui émergea le loup blanc. Un halètement collectif aspira l'air de la pièce. Elle se déplaçait avec une grâce fluide et mortelle, ses pattes silencieuses sur le sol en marbre. Lorsqu'elle entra dans la lumière des lustres, sa fourrure blanche sembla briller. Le poids même de son aura, la pression alpha, s'abattit sur la salle comme un marteau physique. Béatrice poussa un gémissement aigu et se recroquevilla contre les barreaux de sa cage. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » La louve blanche s'approcha de la balustrade. Elle baissa les yeux. Son regard violet balaya la foule, jugeant, évaluant. Lorsque son regard se posa sur la cagège, les barreaux d'acier semblèrent vibrer. Elle posa ses pattes avant sur la balustrade en pierre, rejeta la tête en arrière et poussa un hurlement. C'était un son indescriptible. Ce n'était ni un appel à l'aide, ni un cri de douleur. C'était un couronnement, c'était un chant de glace et de magie ancienne, une déclaration annonçant que la véritable héritière était revenue sur son trône. L'effet fut instantané. La biologie l'emporta sur la politique. Tous les métamorphes présents dans la salle, du plus fier alpha des délégations en visite au plus humble garde, se prosternèrent. Les genoux touchèrent le sol. Les coups furent exposés. Certains, incapables de résister à l'appel d'une lignée aussi noble, se métamorphosèrent involontairement. Leur loup s'inclinant profondément, le ventre plaqué contre le parquet en signe de soumission absolue. Ils savaient qui se tenait devant eux. Ils n'avaient pas besoin de tests ADN. L'âme reconnaissait son maître. Tessa s'éloigna de la balustrade. L'air scintillait autour d'elle, un brouillard de chaleur et de magie, et sa silhouette commença à rétrécir. Ses os se réalignèrent. La fourrure se rétracta. Kieran était prêt. Il s'avança avec une lourde cape de velours, noire bordée d'argent, et l'enroula autour de ses épaules avant que la brume ne se dissipe. Tessa Miller se tenait sur le balcon. Elle était pieds nus. Elle portait une chemise déchirée sous la cape. Ses cheveux étaient en bataille. Mais alors qu'elle regardait les gens qui l'avaient ignorée pendant 5 ans comme si elle était un meuble, elle semblait mesurer 3 mètres. « Ouvrez la cage », dit-elle. Sa voix était rauque à cause de la transformation, mais elle porta sans effort jusqu'au fond de la salle silencieuse. Les gardes s'empressèrent d'obéir, cherchant fébrilement les clés dans leur précipitation. La porte s'ouvrit. Thomas et Béatrice sortirent en titubant, l'air petit, pathétique et dépouillé de leur dignité. « Oh, vous avez dit que j'étais une malédiction », dit Tessa, sa voix prenant un ton froid et calme. « Tu as dit que je n'étais rien. Tu m'as dit que mon sang était mauvais. » Thomas Blackwood leva les yeux. Il essaya de rassembler son arrogance, mais son loup se recroquevillait en lui, gémissant de terreur. « Bonjour, Alpha, dit-il d'une voix rauque en tombant à genoux. S'il te plaît, nous t'avons sauvé.
Nous t'avons donné un foyer quand tu étais orpheline. Tu m'as donné une cage, corrigea Tessa, les yeux violets étincelants. Tu as volé mon nom. Tu as empoisonné mon corps. Tu m'as fait servir la file de l'homme qui m'a volé mon droit d'aînesse. Elle regarda Kieran. Quelle est la peine pour haute trahison contre la couronne et tentative de meurtre d'un compagnon? La mort, répondit simplement Kieran. Sa main reposait sur le manche d'un poignard cérémoniel à sa taille. Béatrice hurla en agrippant le bras de son père. Non, je t'en prie, je ne faisais que ce qu'il m'avait dit de faire. Aie pitié. Pitié? Tessa pencha la tête. J'ai imploré ta pitié quand tu m'as enfermé dehors dans la tempête ce soir. J'ai imploré ta pitié quand mes mains saignaient à cause du savon. M'as-tu entendu, Béatrice? Béatrice sanglotait, le visage enfoui dans ses mains. Mais, continua Tessa en levant la main pour arrêter les gardes qui s'avançaient, je ne suis pas comme vous. Je ne vous tuerai pas. Une vague de confusion parcourut la pièce. La mort est trop facile, dit Tessa froidement. La mort est une échappatoire. Vous vouliez faire de moi une servante. Vous vouliez me dépouiller de mon rang et me rendre invisible. Elle pointa un doigt vers eux, son jugement résonnant comme un coup de marteau. Je vous dépouille par la présente de vos titres. Vous n'êtes plus des anciens. Vous n'êtes plus des nobles. Vous êtes des omégas. Vous êtes les plus bas parmi les bas. Elle regarda le chef des gardes, les yeux durs comme de la pierre. Donnez-leur les manteaux gris. Mettez-les à la cuisine. Ils nettoieront les sols. Ils éplucheront les pommes de terre. Ils videront les seaux d'ordures. Elle se pencha par-dessus la balustrade, fixant directement les yeux horrifiés de Thomas, et quand l'hiver viendra, ils sortiront les poubelles. Ils sentiront le froid. Thomas Blackwood s'effondra en avant, en pleurs. Pour un homme aussi fier que lui, c'était un sort infiniment pire que l'exécution. Servir les fantômes qu'il avait créés, être invisible. Tessa tourna son regard vers le reste de la pièce. La peur dans la foule était palpable, mais elle adoucit son expression. À partir de ce jour, déclara-t-elle, il n'y a plus de loups invisibles à Silver Creek. Personne ne meurt de froid. Personne ne meurt de faim. Si je trouve un seul louveteau négligé, les dirigeants devront me rendre des comptes. Elle sentit une chaleur à côté d'elle. La main de Kieran glissa dans la sienne, ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. C'était un contact rassurant, une promesse. Elle leva les yeux vers lui, l'alpha qui avait arraché une porte de ses gonds pour sauver une servante. « Longue vie à la Luna !» cria Sarah, la petite servante de cuisine, du fond de la salle, la voix brisée par l'émotion. Le cri fut repris par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle résonne de rugissements. « Longue vie à la Luna, longue vie à la reine !» Kieran la serra contre lui, enroulant son bras autour de sa taille. Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu as oublié un titre, » murmura-t-il, un sourire aux lèvres. « Oh !» Tessa sourit, sentant enfin le froid profond et douloureux quitter ses os, remplacé par un feu qui ne s'éteindrait jamais. « Et quel est-il? »« Ma femme, » répondit Kieran. Il l'embrassa alors profondément et sans relâche devant toute la meute. Et dehors, au-delà des fenêtres brisées, la tempête de neige s'est enfin calmée. Les nuages se sont dissipés pour révéler un ciel étoilé qui brillait sur la nouvelle reine du Nord. Et c'est ainsi que la servante au manteau gris est devenue la reine du Nord. Cela nous rappelle que parfois, les personnes que nous négligeons sont celles qui détiennent le plus de pouvoir, et que la véritable force ne réside pas dans la puissance de votre rugissement, mais dans votre capacité à endurer avant de finalement riposter. Les Blackwood passèrent le reste de leur jour à récurer les sols qui leur avaient autrefois appartenu. Un rappel vivant que le karma, comme l'hiver, finit toujours par arriver. Quant à Kieran et Tessa, disons simplement que la meute de Silver Creek ne connut plus jamais d'hiver rigoureux. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de justice et d'amour, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait au Blackwood? Tessa a-t-elle été trop clémente? À bientôt dans la prochaine vidéo.